Docteur, une intelligence artificielle aujourd'hui diagnostique environ 4 fois mieux que des médecins sur des cas complexes. Ça peut faire peur, mais ça rassure. C'est extrêmement intéressant parce que du coup on a l'impression que, c'est pas une impression, hein, c'est le cas, l'IA décuple ton savoir et tes compétences. Complètement. Et donc en fait c'est un petit peu comme si on se retrouvait dans un jardin. Comme dirait mon épouse, l'IA, c'est ton deuxième cerveau. Eh bien oui, c'est devenu quelque part mon deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que au travers de l'IA, on trouve, il y a une entité derrière l'IA, on ne sait pas ce que c'est. C'est une entité qui est là pour répondre à nos questions. C'est-à-dire, c'est à la fois un guide, c'est à la fois un maître, c'est à la fois quelqu'un avec qui on peut échanger j'échange sur le plan je parle sur le plan intellectuel. L'IA, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour lutter contre nous, elle est là pour nous aider et il faut en faire notre ami et non pas notre ennemi. Bonjour à tous, c'est Khaled et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast assez exclusif avec le docteur Fromental qui est à la fois chirurgien dentiste, implantologue, conférencier et également chercheur. Et aujourd'hui on va évoquer ensemble l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur du médical et plus précisément dans le dentaire. Donc moi c'est Khaled, fondateur de la société Astrobia qui est un cabinet de consulting et de formation 100% IA et on accompagne les entreprises et les particuliers au quotidien à intégrer l'intelligence artificielle de manière professionnelle et responsable. Docteur, une intelligence artificielle aujourd'hui diagnostique environ 4 fois mieux que des médecins sur des cas complexes, selon une étude de Microsoft. Vous qui exercez depuis des décennies, ça vous fait quoi d'entendre ça? Écoutez, à la fois ça me rassure, ça peut faire peur, mais ça rassure. Ça rassure parce qu'on ne va pas laisser nos patients dans l'ignorance. Et je crois que même notre expérience, on ne peut pas affronter tous les cas complexes auxquels on est confronté aussi dans la vie courante. Donc il faut pouvoir apporter des réponses et l'apport de cette IA est un élément complémentaire. Ça ne remplace pas notre expérience, mais ça nous apporte des réponses complémentaires. Et tout ça pour le bien du patient, parce que c'est ce qu'on recherche avant tout. C'est la connaissance et le pouvoir dire au patient ce dont il souffre réellement. Donc, je pense que l'IA peut apporter effectivement beaucoup de choses très intéressantes dans les cas complexes. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble avec le docteur Fromental. Donc, je te laisse te présenter. Merci Khaled, c'est un plaisir de participer à ce podcast parce que tu sais que tout ce qu'on peut parler, tout ce dont on peut parler justement dans mon métier m'intéresse. Je suis un passionné et échanger sur ce sujet qui est mon métier, la chirurgie dentaire et notamment l'implantologie et la parodontologie, me passionne. Donc c'est avec plaisir que je participerai je vais participer à cette émission. Comment est-ce que tu es devenu chirurgien dentiste? Alors c'est toute une histoire, c'est une histoire de voisinage. Pourquoi voisinage? Parce que quand j'étais enfant, on habitait à côté d'un cabinet dentaire et il se trouvait que le dentiste, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément et j'étais quasiment tout le temps fourré chez lui, je regardais. J'allais dans son laboratoire de prothèses, etc. Donc à l'âge de 12 ans, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ma vocation, il y en a qui veulent faire pompier, moi je veux faire dentiste. Et cette vocation m'a suivi ensuite tout le reste de ma vie jusqu'à ma formation complète et mon diplôme. Super, et pourquoi l'implantologie? Alors l'implantologie, c'est une très bonne question aussi. C'est-à-dire que quand on commence à exercer, alors il faut replacer dans le contexte. Le contexte, c'est que j'ai quand même pas 50 années maintenant d'expérience dans ce métier et il faut bien penser que l'implantologie n'existait pas, n'était pas à notre portée. Donc on faisait de la parodontologie. La parodontologie, c'est le traitement de toutes les maladies de la bouche, de la gencive, tout ce qui fait qu'on appelle le «déchaussement» entre guillemets, qui contribue à la perte des dents. Si elle n'est pas soignée, on contribue à la perte des dents. Donc on a passé une grande partie de notre vie professionnelle à essayer de sauver les dents et bien sûr, on faisait des constructions prothétiques, mais on avait des échecs à plus ou moins long ou moyen terme parce qu'effectivement, on ne peut pas sauver les dents au-delà des limites qui sont acceptables par l'organisme. Donc, on perdait des dents et à un moment donné, on avait comme solution que de mettre des dentiers. Et le dentier n'était pas la solution, mais on n'avait pas encore implantologie. Donc je me suis trouvé confronté à un dilemme et ce dilemme a été résolu par le fait que j'ai entendu parler de gens qui faisaient des implants. C'était vraiment des gens qui se lançaient dans cette aventure implantologiste avec aucune base scientifique. Il faut bien reconnaître qu'il y avait peu de base scientifique. La seule base, c'était le professeur Bradmark en Suède qui avait émis l'hypothèse qu'un corps étranger peut s'intégrer dans l'os. Donc on est parti sur rien et du coup, j'ai tout de suite bifurqué parce que ne pas pouvoir traiter nos patients, c'est une frustration en tant que praticien. Et là, on a commencé à trouver une voie et je suis parti aux États-Unis faire cette formation, étudier. Et ensuite, j'ai ramené en France les techniques d'implantologie que je développe depuis maintenant pratiquement 45 ans. Voilà. Ok, super parcours, franchement bravo. Et j'ai vu que tu avais aussi d'autres casquettes, donc chirurgien dentiste, conférencier.
Industriel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ces différentes casquettes? Alors ça, c'est encore une histoire de passion. C'est-à-dire lorsqu'on est passionné par son métier, je me suis très, très vite passionné par l'implantologie et avec un peu un tempérament d'artiste, d'innovateur, tout de suite, j'ai vu les changements qu'on pouvait en faire et c'était la belle époque puisqu'on était justement dans la découverte de ce métier. Donc j'ai pu, laisser un peu exploser ce pseudo talent que j'avais dans la conception des implants dentaires et j'ai eu l'occasion effectivement de rentrer dans le monde de l'industrie. Donc ça fait 35 ans que je travaille dans l'industrie. J'ai même eu ma propre société d'implants, donc je suis concepteur de systèmes implantaires qui ont été un peu, vendus dans le monde et on a continué à développer ça et surtout après, pour faire de la formation, il faut connaître l'industrie. C'est là où on sait mieux toutes les techniques et on peut donner le maximum d'informations. Donc j'ai aussi une formation, très très scientifique au niveau industriel. Pour récapituler, chirurgien dentiste, conférencier, industriel et aussi formateur. Bien sûr. Donc sur cette casquette-là qui est très, très importante, la transmission du savoir, parce qu'on voit quand même que tu es sacrément passionné. Donc, avoir cette idée-là à 12 ans, je pense que c'est pas donné à tous. Donc, Voilà, c'est une chance. et exactement. Allez. Donc ça, c'est super. Tu savais déjà ce que tu voulais faire à 12 ans? Ah oui, C'est complètement. pas assez. Elle m'a pas quitté, ça Ouais. ne va pas quitter. OK. Tu as fondé donc, une clinique sur Lyon dans les années 90. Comment ça s'est Oui, passé? tout à fait. Alors j'ai commencé dans la banlieue de Lyon où j'ai exercé pendant presque 17 ans à peu près, si je me souviens bien. Et puis à un moment donné, j'ai senti on arrivait un peu au bout du mur. C'est-à-dire qu'il y avait, en termes de croissance et surtout en manière de la façon d'exprimer notre connaissance était un peu, limitée parce que j'avais des patients qui venaient beaucoup de l'étranger, qui venaient d'assez loin et j'ai pris la décision de m'installer donc, à Lyon, en centre-ville, dans la gare des Brotteaux. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler pendant toutes ces années sur des concepts de formation, d'évolution et industrielle. Comment c'était, la dentisterie dans les années 90, ou au départ? Quand Alors, ce qui me frappe encore aujourd'hui et c'est très intéressant parce que j'ai d'ailleurs parlé de ça avec un autre chirurgien sur un autre sujet, mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, on voyait le patient uniquement pour son problème. C'est-à-dire qu'un patient venait au cabinet, il me disait: «J'ai mal à cette dent», notre esprit se concentrait sur cette dent sans regarder l'ensemble de la bouche. Or aujourd'hui, notre vision, elle est totalement en globalisation. Il faut globaliser le cas clinique, c'est-à-dire qu'un patient peut avoir un problème. Je vous donne un exemple sur une prémolaire supérieure, et cetera. Si vous n'intégrez pas son problème dans un contexte global, on passe à côté de tout et là, la biologie aujourd'hui parle avec nous justement dans cette vision et surtout l'immunologie, ce qui est l'évolution de notre, profession aujourd'hui. C'est la meilleure connaissance, pour le patient. C'est-à-dire qu'on est dans un équilibre global et qu'il faut prendre en considération globalement la bouche du patient. comment est-ce que tu t'es intéressé à ce domaine-là? Et aujourd'hui, est-ce que tu appliques, ces connaissances-là que tu as aujourd'hui en intelligence artificielle? Parce que pour le rappeler, tu es aussi ambassadeur IA, pour le plan OSELIA, donc le plan national français, dans le secteur de la santé. Donc, tu donnes des conseils justement sur l'utilisation de l'IA dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, donc, sur ton début dans le monde de l'IA? Alors, intéressant aussi, pourquoi? Parce que je suis d'une génération où on n'avait pas les ordinateurs. Donc ça, il faut bien le mentionner. C'est-à-dire, moi, je me souviens du temps où je faisais mes conférences et je partais avec ce qu'on appelle les carousels de diapositives, on trimballait ça en train, en avion, et cetera et c'était très encombrant et du jour où on est passé à l'ordinateur, la génération informatique est née, justement à notre époque et ça nous a permis de sauter le pas, pas facilement, parce que c'est comme l'informatique, comme l'IA, il faut avoir un peu un esprit façonné. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils vont dans l'IA, mais d'une manière incroyable, parce qu'ils ont été façonnés comme ça. Nous sommes de la génération où on écrivait, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'est une transition. Donc j'ai fait cette transition, tant bien que mal, hein, ça n'a pas été toujours évident. J'ai fait cette transition de l'informatique et quand est arrivé l'IA, alors pour moi, je vais dire que c'est une révélation et puis je peux aussi dire quand même, Waled, tu as été un des acteurs qui m'a aidé à rentrer dans le monde de l'IA. C'est notre rencontre qui a été quand même très fortuite, mais qui nous a permis aujourd'hui d'évoluer d'une manière incroyable. C'est le fait de rencontrer cette IA sans savoir trop ce que c'était, mais tout de suite, ça m'a passionné. Ça m'a passionné, on va dire, par la puissance de ce à quoi on était confronté maintenant. L'intelligence artificielle, ça interroge, ça amène des questions, ça amène des réponses, ça amène des débats, ça amène tout un tas de prises de position également et ça va être intéressant d'échanger sur ce sujet-là, pendant ce podcast. Où est-ce que tu es intervenu? Donc est-ce que c'est plus niveau national, international? Comment est-ce que tu justement quel est le but de ces conférences-là par rapport à toi?
Alors, pourquoi on est conférencier d'abord? D'abord parce que ça nous plaît, c'est intéressant, on aime le savoir, on aime comprendre et on aime transmettre parce que la formation, c'est aussi savoir transmettre. Et j'ai eu la chance et aussi ça m'a intéressé de pouvoir, communiquer un petit peu dans le monde entier puisque je fais des conférences à l'international, en anglais et cetera. Donc c'est excessivement passionnant et aujourd'hui, le thème de l'implantologie mêlée à l'IA est un sujet de prédilection et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je renforce totalement la manière d'aborder la formation et surtout la guider par l'IA. L'IA a transformé ma méthodologie de formation. L'IA appliquée au cabinet au quotidien, c'est quoi? Ah, alors là, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que l'IA, on la retrouve partout, hein. Vous pouvez la chercher pratiquement sous notre lit, on retrouve l'IA. L'IA va transformer notre vie, a transformé en partie pour ceux qui sont déjà dans le train, on va dire, de l'IA. Pour ceux qui n'ont pas encore monté, qui ne sont pas encore montés dans le train, je dirais presque, il faut vous en occuper. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avancent très très vite. Les jeunes sont très performants aujourd'hui, ils sont sensibilisés, ils ont cette espèce de savoir-faire inné dans la manipulation des outils et si on ne prend pas alors je parle par exemple pour des praticiens qui ont, 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience de cabinet et cetera. À un moment donné, il faut savoir, c'est soit on continue, soit on va régresser. On va régresser non pas parce qu'on va faiblir dans notre connaissance, mais parce que la connaissance va beaucoup plus vite que nous et si on n'est pas, grâce à l'IA, connecté à cette connaissance permanente, on risque de rester, en arrière, quoi. Donc c'est devenu un incontournable. Pour moi, c'est un incontournable, mais avec toutes les modérations qu'on pourra, aborder dessus aussi. Oui, bien évidemment. Donc, tout ce qui est, on entend énormément parler de patients qui utilisent, enfin de particuliers, hein, qui utilisent l'IA et qui transmettent des données hypersensibles sur un ChatGPT version gratuite. Sauf qu'ils se rendent pas forcément compte, ces personnes-là, que, bah, ChatGPT en version gratuite, c'est un aspirateur de données. Et en Bien plus de sûr. ça, on a de la donnée médicale. Puis, voilà, et c'est vrai que ces outils IA veulent de plus en plus, enfin s'intéressent de plus en plus à la santé. Donc il y a ChatGPT qui a annoncé un mode ChatGPT Health pour justement faire tout le suivi, non pas le diagnostic, mais tout le suivi médical, donc de ceux qui possèdent l'application de ChatGPT, un espèce de carnet de santé digitalisé qui va faire des préconisations, mais pas du diagnostic. Et qu'est-ce que tu penses de ça, de l'IA des géants de l'IA qui s'accaparent justement, ce marché-là de la santé, Alors on sait et on écoute, hein, beaucoup d'émissions dessus, on sait que la santé est un marché. Quand on voit avec les EHPAD, on voit dans plein de domaines, la marché est un centre. Mais il faut comprendre que la santé, ça doit être aussi le respect de la confidentialité du patient. Si on n'a plus de confidentialité, là, le problème naît. Et le problème aussi avec l'IA, c'est qu'on met des données, qu'on enrichit effectivement ces banques de données. Alors bien sûr, l'enrichissement est aussi favorable parce que c'est à partir de le croisement de toutes ces données qu'on peut aujourd'hui avancer, c'est-à-dire trouver des IA de plus en plus performantes qui, au croisement de toutes ces données, vont nous donner des diagnostics que même l'humain aujourd'hui n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que la progression est incroyable, mais il faut rester dans cette, confidentialité, ça c'est fondamental. Bah, tout à fait, parce que, du coup, c'était, une étude de Microsoft, qui a présenté 304 cas complexes. Donc Je d'un sais ce côté, que tu vas me dire, je la connais, mais vas-y exprime-la parce OK, qu'elle est très ah intéressante. bah, super. Donc du coup, d'un côté, tu avais une vingtaine de médecins qui n'avaient pas le droit d'utiliser internet et uniquement les connaissances, et de l'autre côté, une intelligence artificielle, en l'occurrence 2 IA. C'était en 2025, en juin 2025. Donc je te laisse imaginer, à l'heure où on parle, on est en mai 2026. Il y a eu un bond de géant en termes de différence de modèle IA, et il y avait 85, enfin 85,5 de réussite, aux réponses des diagnostics côté IA et 20 côté médecin. Comment est-ce que tu expliques ça? Alors, on va l'expliquer parce que justement ça revient à ce que j'ai dit. L'IA va se nourrir de données. L'IA, à partir de ces données, va devenir de plus en plus performante. Un praticien, quand il exerce, il va exercer avec tout son niveau de connaissance et il y a 2 types de praticiens. Vous avez les praticiens qui vont suivre des formations permanentes pour se tenir à niveau et vous avez des praticiens qui, une fois qu'ils ont leur diplôme, ne font jamais de formation. Donc là, ça permet aujourd'hui de voir qu'il y a effectivement, et nous sommes confrontés tous les jours au fait de la connaissance et je pense que cette étude est très intéressante parce qu'elle montre que même des praticiens avec une belle expérience, de belles connaissances vont être supplantés à un moment donné. Mais c'est bien parce que ces praticiens-là vont pouvoir trouver aussi des réponses. Ils vont pas aller contre l'IA, au contraire, ils vont aller se servir de l'IA pour essayer de confronter leur diagnostic primaire au diagnostic de l'IA. Et s'ils trouvent qu'il y a effectivement une disparité incroyable entre un rapport
et le leur, là, à ce moment-là, ça va forcer les gens à aller dans la connaissance approfondie, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'IA pour essayer de nous acculturer encore plus, quoi. Certains patients aujourd'hui arrivent avec l'avis de ChatGPT en consultation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, ça peut arriver rarement, hein, je dois dire que rarement, mais ça peut tout à fait arriver. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce que les gens ont envie de savoir et il y a une peur. Au travers de la maladie, il y a forcément une peur. C'est-à-dire que ça soit pour une dent qui fait mal ou que ça soit pour un cancer, malheureusement, les gens ont cette peur de connaissance, hein. Donc, ils ont aujourd'hui un outil qu'ils n'avaient pas avant. Avant, c'était: «Je suis en face d'un médecin, le médecin me donne une information, il la délivre plus ou moins correctement, plus ou moins poliment aussi et plus ou moins avec les formes, mais le médecin va donner une information». Aujourd'hui, on a un besoin de savoir et ça rentre aussi dans le monde de la rapidité de la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus d'attendre un résultat. Quand on nous dit: «Voilà, vous avez un problème» et cetera, il faut pouvoir apporter une réponse immédiate. Donc le patient qui va avoir mal aux dents va se dire, par exemple: «Je vais aller regarder sur ChatGPT». Mais attention à l'erreur diagnostique. Donc il ne faut pas aussi que, à contrario, ça joue en défaveur du patient, c'est-à-dire que ça lui fasse penser à quelque chose. Il arrive au cabinet en ayant son idée préconçue et le praticien va faire une analyse qui sera complètement contraire à ce que le patient va avoir trouvé. Donc il faut aussi être rationnel dans l'explication. Alors moi, je m'emporte jamais. Je dois dire que vraiment, ça a dû m'arriver une fois ou deux maximum. C'est pas quelque chose de très courant. Après, par contre, le patient peut lui réfléchir sur effectivement ce qu'on lui a dit et la manière dont il va l'interpréter par l'IA et voir, c'est-à-dire coordonner entre l'information qu'il a reçue et la véracité de cette information. Donc ça, c'est pas inintéressant du tout, mais surtout, et ça, je pense que c'est positif pour le patient, c'est essayer de comprendre. Par exemple, en biologie, on a un listing d'analyse médicale avec des interprétations qui sont relativement complexes, des taux qui sont variables, ça peut être le cholestérol, la vitamine D, n'importe quel facteur marqueur qui va être analysé. On n'a pas la connaissance du marqueur, mais surtout, on ne connaît pas les normes. Donc l'IA va nous aider au travers des normes à nous donner une réponse. Est-ce que c'est grave ou pas grave? C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à savoir en millimoles combien on a, mais est-ce que c'est grave ou pas grave? Ça serait comme un système de feu tricolore en disant la réponse à ce bilan biologique, il est rouge, il est vert, il est orange. S'il est rouge, très mauvais. S'il est vert, c'est tout bon, tout est parfait. Et s'il est orange, attention, il va y avoir des corrections adaptées à ça. Donc l'IA peut nous servir comme ça, mais l'IA, c'est surtout aussi pour rassurer les patients. Donc on ne peut pas leur dire: «Attendez, ne regardez pas sur l'IA». Non, je suis d'accord que les patients regardent sur l'IA, mais après c'est notre connaissance, c'est notre, je dirais presque le charisme professionnel qui va faire qu'on va échanger avec le patient, toujours dans l'anonymat aussi, bien sûr. Et pour compléter justement ce que tu dis, un petit sondage, enfin plutôt 2 petits sondages donc de Tebra aux États-Unis. Donc en février 2025, on a 55 des Américains qui utilisent ChatGPT pour mieux comprendre un diagnostic après une consultation. On en a 41 qui cherchent un second avis grâce à l'IA et enfin 20 quand même qui suivent l'avis de l'IA plutôt que l'avis du médecin. Qu'est-ce que tu penses de cette statistique? Alors sur l'analyse, je suis tout à fait d'accord et je suis vraiment, je dois dire que je suis pas contre. Qu'un patient qui a subi un examen, qui a des résultats d'examen, aille confronter cet examen, c'est toujours dans le même sens. C'est essayer de se rassurer par rapport à une peur qui est née du résultat. Le résultat, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Qu'il soit positif, on peut mettre en doute en disant: «Bon, est-ce que c'est bien sûr?» S'il est négatif, est-ce que justement il n'y a pas une erreur et j'aurais tendance à être positif? Donc l'IA est un moyen de se rassurer, ça c'est important. Après, qu'il y ait un pourcentage de gens, la dérive, elle est toujours existante, on ne peut pas arrêter la dérive et qu'il y ait des patients qui, à un moment donné, vont agir rien qu'avec l'IA, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Il y a des modérations à faire et là, c'est le rôle du praticien à rassurer suffisamment. Si le patient est rassuré par le discours du patient, je pense que le patient n'ira pas chercher l'information. S'il va chercher l'information, c'est qu'il y a une insuffisance à un moment donné, donc peut-être au médecin de se remettre un peu en question. Le deuxième sondage, c'est que 38 des praticiens voient des patients arriver avec des résumés ChatGPT et 60 reconnaissent que cela aide à expliquer les termes médicaux. Enfin, 64 y voient un risque de désinformation. Donc il y a aussi une idée de mieux communiquer grâce à l'IA entre le patient et le praticien. Qu'est-ce que tu penses de ce volet de communication par rapport à ça?
Je pense que alors mieux communiquer, je sais pas, mais ça peut être aussi intéressant et je vais vous dire dans ma pratique, j'ai tendance à faire un peu comme ça aujourd'hui maintenant, mais surtout sur une analyse. C'est-à-dire que je vais voir un patient, je vais lui faire un diagnostic précis et je vais utiliser l'IA plus sur la mise en forme de mon diagnostic. Pas pour préciser le diagnostic parce que bon, l'expérience fait qu'on arrive à être, je veux dire assez précis dans notre diagnostic, sauf pour un problème très complexe. Et s'il y a un problème complexe, là, bien évidemment, je vais faire aider par l'IA pour essayer de confronter ma vision à cette vision et essayer de trouver le diagnostic, voire même comment on va orienter mieux le patient. Donc là, c'est très positif en termes de savoir. Après, c'est important d'évaluer toutes ces questions par rapport à ce que l'IA va nous donner, par rapport au praticien et ses compétences pour le patient. J'avais vu un phénomène intéressant, je ne sais pas si tu en as entendu parler, donc en Chine, donc il y a un hôpital virtuel qui a été créé, c'est-à-dire que ce n'est pas un hôpital réel, il est totalement virtuel, avec des patients et des praticiens virtuels également. Et donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de simuler des milliers et des dizaines de milliers de cas, et donc finalement de produire toutes les erreurs dans cet environnement virtuel pour arriver à la perfection et pouvoir déployer tout ça dans le monde réel. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est quand même assez dingue. Alors je pense que c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux, pourquoi? Parce que notre savoir, il naît aussi de la pratique et de l'expérience. Si au travers du monde virtuel, comme un hôpital virtuel, on a la capacité de pouvoir s'entraîner, voire opérer, ce qui est important, c'est-à-dire d'être guidé dans les premières interventions. Moi, je me souviens, la première dent que j'ai enlevée, c'était tout un monde. J'en ai pas dormi de la nuit pour enlever une petite dent qui m'a pris 3 minutes. Mais il faut comprendre que quand on est confronté, bon, nous en tant que chirurgiens, à démarrer à traiter des patients, c'est une appréhension. On est jeune, on n'a pas l'expérience, c'est une grosse appréhension. Donc pouvoir accéder à ce monde virtuel qui va nous permettre d'être en simulation totale, et je travaille aussi un peu là-dessus justement sur un projet que je suis en train de développer pour un assistanat chirurgical pour le praticien au moment de l'intervention quand il va être sur le patient pour pouvoir le guider dans la radiologie, dans tout ça. Je pense que c'est quelque chose de magique parce que ça évite des erreurs médicales, ça permet de se concentrer sur les sujets importants et surtout ça permet aussi de cerner l'environnement dans lequel on va exercer parce que quand il y a une opération, il faut bien penser que ce n'est pas qu'un chirurgien. Moi, sans mon team, sans les assistantes, sans le personnel, jusqu'à la personne qui va s'occuper de la stérilisation, c'est un monde global qui est mis en œuvre pour le bienfait du patient. Donc, il faut savoir le maîtriser. Et là, le virtuel peut être une très, très bonne technologie pour essayer de cerner et pouvoir ensuite reproduire. C'est donné et ensuite on reproduit. Donc, Oui. c'est un bon modèle en termes de formation, pour ma part. Bah, je rebondis par rapport à ce que tu dis, parce qu'on entend beaucoup parler de robotique. Si j'ai bien compris, des agents IA ou des simulations s'entraînent en monde virtuel, font un maximum d'erreurs jusqu'à obtenir donc la perfection, voient un maximum justement de barrières potentielles par rapport à leur pratique. Et une fois qu'ils sont opérationnels et qu'ils sont sur pied, bah, on peut les faire opérer dans le monde réel et notamment via de la robotique assistée à l'intelligence artificielle. Et notamment dans le secteur du dentaire, j'ai l'impression que ça commence à arriver en puissance. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Alors, j'ai eu la chance de vivre ça puisque j'ai fait mes premières opérations robotisées il y a 15 ans. Donc là, on était sur les prémices, on va dire les balbutiements de la chirurgie robotique où on posait des implants. Et j'ai pu constater qu'à cette époque, on faisait presque plus vite en manuel, c'est-à-dire avec notre connaissance, on arrivait à travailler plus vite que le robot. Par contre, le robot nous amenait une forme de précision que le manuel ne peut pas gérer. On est avec une précision quand même très importante, mais si on veut aller dans l'extrême précision, par exemple, si on va poser un implant qui est très près d'un nerf dangereux, par exemple à la mandibule, on peut avoir des imprécisions. Or, la robotique, elle est programmée. Et aujourd'hui, c'est l'évolution également que l'on a. On en parlera tout à l'heure avec tous les logiciels de ce qu'on appelle la planification implantaire, c'est-à-dire des logiciels informatiques qui nous permettent, sur le scanner du patient, de mettre en place les implants d'une manière virtuelle et ensuite de reproduire avec un guide qui est fabriqué en laboratoire de prothèse ou peut être intégré dans la structure comme on a. On a un laboratoire de prothèse digitalisé, donc qui permet de faire toute la prothèse en informatique. Ça, c'est aussi une évolution, donc j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu. Mais ça nous permet de construire ce qu'on appelle des guides chirurgicaux
et on met en place les guides sur le patient pour pouvoir reproduire exactement ce que l'on a fait sur l'image. On appelle ça un clone, c'est pratiquement un clone du patient qu'on reproduit. Et ça, c'est grâce à l'IA qu'on peut aussi le faire parce qu'on maîtrise maintenant ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire que la coupe radiologique précise avec l'emplacement précis de l'implant qu'on peut reproduire en chirurgie. La téléchirurgie, est-ce que ça te parle? Je sais pas si tu as dû suivre que la téléchirurgie en 5G, il y a déjà eu une opération, c'était, en 2024, donc entre Orlando et Dubaï, donc il y a 10 000 kilomètres qui séparaient le praticien du patient et ça a été fait. Donc qu'est-ce que tu en dis? C'est pour quand qu'on pose un implant à distance? Alors, je pense que c'est dans un futur proche. Je pense qu'on va y arriver. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire grâce à cette télétransmission, c'est guider quelqu'un. Par exemple, un chirurgien qui opérerait dans un pays en Afrique. Nous, on travaille beaucoup aussi avec les pays d'Afrique, avec notamment l'Algérie, avec qui on a collaboré depuis plus de 15 ans maintenant, puisque j'ai créé un service à l'hôpital Enadja à Alger et un autre à l'hôpital d'Oran. Donc, on est amené à travailler à distance. Et pourquoi pas concevoir ça? Donc, on peut déjà, par la télétransmission, guider un praticien qui va opérer. On peut assister même par système vidéo. Mais après, on va arriver, grâce à cette technologie, à pratiquement faire l'opération par la robotique. On n'en est pas encore tout à fait là, mais le chemin est vraiment tracé avec déjà des robots qui sont prédéterminés pour ce type d'opération. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on fait appel à la qualification, la meilleure extrême qualification pour traiter un patient. J'ai vu qu'on avait un robot, je sais pas si ça te parle, un robot Yomi, qui était capable justement, c'était un robot d'implantologie, Bah, très bien. et qui justement a été approuvé par la FDA. Donc si tu peux nous expliquer ce que c'est que le FDA et du coup, ce robot Yomi, il sert à quoi? C'est quoi ses fon Alors le FDA, bien sûr, c'est un organisme qui va aller sur toutes les tout ce qui est qualification, certification, comme le CIE, on a sur l'Europe. Et ça, c'est une validation internationale. Lorsqu'un organisme est validé par la Fédération dentaire américaine, on a à ce moment-là déjà un consensus qui fait que le dispositif est un dispositif sérieux. Donc maintenant, pour en revenir à ce qu'on appelle la chirurgie guidée, il y a la chirurgie guidée, il y a la chirurgie naviguée. Et le système dont tu parles, il rentre dans la catégorie de la chirurgie naviguée, c'est-à-dire que on va mettre en place avec un instrument qui est guidé par un logiciel, mais qui va permettre d'aller dans une cible, c'est-à-dire qu'on tape dans une cible, et là, on a une précision qui est très, très importante. L'autre type de chirurgie, c'est la chirurgie guidée, où on va toujours par l'informatique, à partir de ce qu'on appelle un workflow prothétique et une mise en place des implants virtuels. J'espère que je ne suis pas trop non. complexe là, mais c'est un peu difficile à dire d'une manière simple. C'est-à-dire qu'avec un logiciel, on va pouvoir, sur un scanner, planifier la mise en place des implants. C'est-à-dire, on va dire, à cet endroit-là, je vais mettre un implant, à cet endroit-là, j'ai un implant. Ensuite, on fait donc ce qu'on appelle le workflow prothétique qui va nous amener à construire ce qu'on appelle un guide qui va être mis en bouche au moment de la chirurgie. Et nous allons mettre nos implants en place au travers d'un guide. C'est-à-dire qu'on a des instruments, on a des forêts et on va percer directement dans la bouche du patient en se guidant par un dispositif qui est fixé soit sur les dents, soit directement fixé lorsqu'il n'y a plus de dents sur le maxillaire. Donc il y a une précision qui est excessivement intéressante là-dessus. Ça aide les praticiens débutants à pouvoir commencer à poser des cas de plus en plus complexes. Donc c'est une démocratisation aussi en fonction de la sévérité du cas. Et la navigation, c'est un autre process. Là, on a une machine avec laquelle on va travailler et qui va nous permettre, avec l'aide d'une cible, d'aller directement poser l'implant en suivant la traçabilité de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on fraise, on est en train de suivre exactement où on va, d'éviter les dispositifs qui sont, enfin, on va dire les repères anatomiques dangereux, comme le sinus, le nerf dentaire, etc. Est-ce qu'on peut imaginer maintenant qu'un robot en toute autonomie, assisté par l'intelligence artificielle, puisse réaliser, sans l'aide d'un praticien, une intervention, de façon totalement autonome pour un patient? Passionnant ta question. Pourquoi? Parce que quand on parle d'IA, on parle aussi de robots, sans savoir quel est trop le rapport entre le robot et l'IA, mais c'est le monde du futur. Effectivement, et dans ce monde du futur, les soins assistés par la robotique sont déjà des soins qui sont amorcés. J'en ai pour preuve
en Colombie a été réalisée en 2024 une intervention de soins dentaires et voire d'implantologie sur des patients qui ont été programmés avec un robot créé par une boîte américaine qui s'appelle Perceptive et qui sont en attente actuellement on va dire des certifications FDA, comme on a le CE en France. On doit attendre ces certifications pour pouvoir être mis sur le marché. Mais attention, ce n'est pas la fin du praticien, c'est-à-dire qu'il va y avoir une période de mise en place excessivement importante, donc on ne va pas encore voir le praticien abandonné. Mais de toute façon, il faut bien penser que l'IA, elle est dirigée par l'humain quelque part. Donc c'est l'humain qui va donner toutes les informations. On n'est pas encore dans une IA qui va pouvoir agir toute seule et j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on n'a plus rien à faire sur cette terre. Mais à un moment donné, il faut qu'on garde la maîtrise de l'IA et c'est l'IA qui va agir. Donc à la source même de tout ça, il y aura toujours une intelligence humaine qui va essayer de prédéterminer, c'est-à-dire mettre tous les paramètres pour arriver à cette réalisation. Mais dans un futur relativement proche, je pense qu'on est tout à fait capable de mettre ça, de commercialiser ça, mais ce n'est pas encore la fin du praticien. Attention, hein, c'est comme quand on fait repousser des dents, on a l'impression que demain matin, on n'a plus besoin de se faire mettre d'implant, on aura des dents qui vont repousser toutes seules. Attention à la communication, attention, on est dans un monde de recherche. Et la recherche, ça ne veut pas dire mise sur le marché immédiat. Donc on peut vraiment imaginer aussi que le praticien devienne l'opérateur de cette machine guidée par l'intelligence artificielle et qui puisse être vraiment présent tout au long de l'opération pour pouvoir finalement assister s'il y a un problème. Exactement. Et de toute façon, on rentre un peu dans le monde de la robotique aussi, ça qui est intéressant, et on peut faire le saut directement sur robotique, formation, et mêler tout ça avec l'IA. C'est comme on dit, un autre monde, une autre vision. Et on travaille actuellement aussi sur le fait de nourrir un robot avec des informations. Donc, personnellement, je travaille dans un projet de recherche sur l'éducation qui va mêler toutes ces notions d'IA pour essayer de donner une nouvelle approche de la connaissance. C'est-à-dire, connaître mieux par l'IA, c'est-à-dire qu'on va avoir des développements parce qu'on a accès à des banques de données beaucoup plus fortes, on a accès à des publications internationales de très haut niveau avec différentes potentialités, et surtout, on va pouvoir les rassembler pour donner la connaissance. C'est-à-dire qu'on va établir des méthodologies, enfin c'est un concept que je suis en train de développer, des méthodologies de formation qui vont permettre à l'étudiant ou au non-sachant, ça peut être aussi un praticien qui a envie de s'acculturer plus, on va lui donner des informations et lui-même pourra être piloté par l'IA pour aller rechercher des informations complémentaires. Donc c'est un bond gigantesque. Enfin, moi, je le vis tous les jours, hein, puisque je suis un passionné maintenant de ça. Je fais même beaucoup de recherches grâce à l'IA qui m'amènent à des conceptions intéressantes, voire des dépôts de brevets. Donc, vous voyez que sans l'IA, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc, je suis un adepte, mais un adepte qui a conscience qu'on ne remplace pas l'humain, que l'humain dirige, c'est dans nos prompts, quand on réalise un prompt pour pouvoir demander une information, il faut savoir que c'est toi qui dirige le prompt, c'est toi qui vas donner l'information et l'IA va te répondre. Et attention, c'est qu'il ne faut pas prendre argent comptant, c'est-à-dire que l'IA se trompe aussi. C'est toute la dualité, l'ambiguïté de la compréhension de l'IA, mais si on a la connaissance, on peut guider l'IA. Si on n'a pas la connaissance, on aura tendance à se laisser guider par l'IA et c'est là où le problème peut surgir. Donc, comme on dit, rester toujours éveillé et faire en sorte que vous ayez toujours cette maîtrise de l'IA. Sur le point de la recherche, c'est vrai que pour une petite anecdote, donc on a accompagné justement des chercheurs et on s'est rendu compte qu'il y a certaines étapes dans leur, recherche, qui étaient totalement accélérées sur, l'étape 1, la recherche bibliographique notamment, on peut passer plusieurs semaines, voire pour plusieurs mois parfois pour cette étape-là. Parce qu'il faut aller forcément rechercher sur internet, parfois aller se documenter avec des livres physiques et cetera. Aujourd'hui, on a fait un atelier avec des chercheurs et on a transformé justement cette étape-là, qui était plutôt manuelle avec des outils classiques Google, avec un process total intelligence artificielle qui va aller feuilleter et qui va surtout suivre une méthodologie, donc que tu as dit tout à l'heure. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, par rapport aux futures avancées, médicales? On parle justement de guérir les cancers à horizon 10-15 ans. On a Microsoft et enfin les géants, les GAFAM en parlent énormément. Qu'est-ce que tu penses justement de ce bond de géant qu'on est en train de faire? Mais est-ce que la population en a réellement conscience de ce qu'on est en train de vivre? Alors, il y a 2 modes. Il y a effectivement le mode
du praticien ou du sachant, comme on dit, qui, lui, va se servir des publications pour développer sa connaissance, et il y a le monde qui n'a pas accès à cette connaissance. Mais il faut savoir que pour nous qui avons une certaine connaissance, on n'a pas la connaissance, mais un certain niveau de connaissance, l'IA nous apporte énormément et j'en suis un témoin, je peux en être un témoin puisque je travaille quasiment tous les jours avec l'intelligence artificielle et notamment dans le domaine de la recherche. Aujourd'hui, on a ce croisement de données qui est phénoménal. C'est-à-dire qu'on a une idée, on subodore quelque chose, comme on dit, on a des intuitions. Et ces intuitions, si on veut nous-mêmes lever ces intuitions, il va falloir passer un temps énormissime à lever ces intuitions. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller chercher la documentation, il va falloir puiser dans des articles et essayer de lire tous ces articles. Donc c'est un temps énorme. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour mes recherches personnelles, j'ai créé une plateforme justement de lecture rapide d'une publication qui permet, avec une méthodologie structurée, qui permet de voir tous les points de cette publication jusqu'à en tirer une conclusion et en tirer ce qu'on appelle les home messages, c'est-à-dire un message qui va nous donner une information que l'on pourra retenir et qui sera une information qui aura été aussi validée par différentes IA qui vont se regrouper. Donc, on a accès à une connaissance et franchement, je peux le dire qu'aujourd'hui, je travaille dans un domaine, notamment le domaine de la microbiologie, le domaine de l'immunologie. Je commence à approcher ce domaine qui est très, très complexe et l'IA m'a aidé et m'aide tous les jours grâce à ça. C'est-à-dire qu'on est capable d'avancer sur la connaissance grâce à cet apport de l'IA. Mais nous restons toujours les maîtres, c'est-à-dire que c'est par rapport à nos questions, par rapport à ce que l'on pense, par rapport à notre envie de connaissance, et on va recouper les informations. Et un point qui est très, très intéressant aussi, c'est que on peut arriver, grâce à l'IA, à trouver deux choses qui n'ont rien à voir ensemble à un moment donné, et on a un déclic, on se dit, mais attends, si je mélange cette idée-là avec cette idée-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, l'IA va vous permettre de construire un discours, va vous permettre de construire une première approche de votre idée et la formater. Et la formater pour aller en faire une réalité, et réalité qu'on va pouvoir expérimenter. Donc, c'est ça l'approche de cette connaissance par l'IA, et notamment l'accessibilité tout ce qui est publication, de tirer des points forts et d'en faire une ligne guide qui va nous permettre d'acquérir la connaissance encore plus pointue. Tout ça toujours au service du patient. Parce que qu'est-ce qui nous motive? C'est de pouvoir dire, je vais pouvoir accéder à une thérapie qui va rendre mon patient beaucoup plus confortable, beaucoup plus heureux et serein. C'est ça le but de notre travail. Donc si je comprends bien, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on a l'impression que, c'est pas une impression, hein, c'est le cas, l'IA décuple ton savoir et tes compétences Complètement. et donc en fait, c'est un petit peu comme si on se retrouvait dans un jardin avec, la possibilité d'avoir plein d'ingrédients, donc ce sont ces bibliographies et donc d'essayer de façon très rapide, de créer des nouvelles recettes et donc de créer, une nouvelle formule justement pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Est-ce que toi, tu as un exemple concret de choses que tu as pu trouver, de brevets que tu as pu déposer, si c'est pas confidentiel? Un exemple hyper concret que tu peux nous proposer? Alors, c'est très intéressant. Alors, je vais le faire avec un petit peu une boutade, c'est-à-dire que, comme dirait mon épouse, l'IA, c'est ton deuxième cerveau. Eh bien oui, c'est devenu quelque part mon deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que au travers de l'IA, on trouve, il y a une entité derrière l'IA, on ne sait pas ce que c'est. C'est une entité qui est là pour répondre à nos questions. C'est-à-dire, c'est à la fois un guide, c'est à la fois un maître, c'est à la fois quelqu'un avec qui on peut échanger j'échange sur le plan, je parle sur le plan intellectuel, hein, sur le plan de compréhension, parce que l'IA s'est nourrie de données. Et quand il n'y a pas assez de données, elle ne peut pas répondre correctement, donc elle va faire des erreurs. Mais lorsqu'il y a un domaine dans lequel les données ont été amassées et qui sont des données auxquelles on peut accéder, là, on peut vraiment être dans la créativité. C'est-à-dire que notre connaissance et notre créativité, elle est augmentée d'une manière exponentielle grâce à cette IA. Et moi, aujourd'hui, je fais plein de développements, notamment dans le domaine du design implantaire, et même de changer ce qu'on appelle les paradigmes. C'est-à-dire que notre métier, je vous donne un exemple. L'implantologie est basée sur un concept très simple, c'est que un métal, le titane, qui a été découvert par le professeur Bradmark, c'est un concept qui a été développé par le professeur Bradmark dans les années 70, où il a constaté qu'un métal pouvait s'intégrer dans l'os. Ça, il a travaillé sur des petites souris, il mettait des boîtiers pour tester différents paramètres. Et il s'est aperçu, lorsqu'il voulait enlever ces boîtiers, que les boîtiers ne pouvaient plus être enlevés. Ils étaient soudés à l'os. Et il a défini l'ostéo-intégration, c'était l'ostéo-intégration, comme un phénomène, mais purement mécanique.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de revoir complètement ces données-là grâce à la recherche. Donc là, on rejoint les publications qui parlent maintenant de ce qu'on appelle un foreign body equilibrium. Ça veut dire que c'est dans l'organisme même, c'est par rapport au patient lui-même qu'il va y avoir des phénomènes des phénomènes d'intégration osseuse ou de désintégration osseuse qui seront pilotés par le comportement du système immunitaire du patient. Voilà un excellent exemple qui montre qu'on progresse énormément. Et là, je dois dire, c'est grâce à l'IA où j'ai pu progresser énormément dans cette voie de recherche pour la parodontologie et aussi pour l'implantologie. Par rapport à tes différentes casquettes, quelle place prend l'IA dans ton quotidien? Bah, écoute, par mon expérience justement de conférencier international, je constate que l'IA est un sujet. C'est un vaste sujet, c'est un sujet de prédilection, notamment pour les jeunes qui entendent parler de l'IA et tout à l'heure, on fera juste un petit speech justement sur l'introduction de l'IA dans notre profession, à quoi elle sert et comment on peut la développer et on sent, pour mon domaine précis du dentaire, on sent que les jeunes sont de plus en plus hackés dessus. Mais il faut bien penser que les industriels se sont intéressés déjà à l'intelligence artificielle depuis quelques années. Et on en a pour preuve que les outils que l'on a aujourd'hui, et notamment le scanner, moi j'ai eu le premier scanner pour faire la radiologie segmentaire, on va dire, pour les patients et avoir une précision extrême pour faire nos cas d'implantologie. J'ai eu le premier scanner en 2006, ça s'appelle le CBTC. C'est, une technologie qui est moins, où l'émission de rayonnement est plus faible qu'avec un scanner, mais qui est d'une précision incroyable et qui est un outil magique parce qu'on s'en sert, mais tous les jours et sur nos patients. Et on a vu cette évolution et ensuite, au fur et à mesure des années, notamment depuis une dizaine d'années, on voit l'intégration justement de l'IA dans ces outils même. Au début, ils étaient des outils plutôt simples qui se sont perfectionnés grâce à l'IA et notamment, il y a un secteur de la radiologie qui s'est perfectionné, ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire la capacité sur des coupes de pouvoir analyser complètement la coupe et en tirer une information diagnostique et une précision extrême. Donc, tout ça, ça va dans le sens de la précision de notre travail pour une meilleure qualité de travail et pour le bien-être du patient. Donc, l'évolution de l'IA, elle se fait déjà depuis des années et les industriels ont cette sensibilité où on introduit systématiquement. Personnellement, moi maintenant, chaque fois que je vois un nouvel outil, que ça soit dans la radiologie ou tout autre produit qui va nous servir dans la technologie, c'est de dire est-ce qu'il y a une composante IA qui permette d'optimiser justement cet outil dans le perfectionnement de son adaptabilité, des résultats, de la connaissance, etc. Donc l'IA est vraiment intégrée aujourd'hui dans notre profession et on verra tout à l'heure comment on l'intègre, on va dire, dans une méthodologie de travail du cabinet et dans la méthodologie du diagnostic aussi grâce à l'IA. Donc, c'est super intéressant parce que par rapport à ton savoir, toi, tu cumules la connaissance, intelligence artificielle, mais tu as aussi l'expertise métier dans le domaine du médical, mais surtout du dentaire. Lorsque tu fais tes conférences, justement, à l'international, comment les gens le perçoivent? Comment ça se passe? Alors, ça se passe plutôt très bien parce que c'est un sujet qui est excessivement apprécié. Et ce qui est intéressant dans ce métier-là aussi, c'est qu'on peut adapter les discours en fonction du développement du pays. Parce qu'actuellement, on travaille, par exemple, sur des cibles qui sont les pays d'Afrique, qui ont une soif de connaissances intarissables, qui ne peuvent pas forcément accéder à cette connaissance. Et l'avantage, c'est qu'on peut accéder, grâce à la technologie, justement, leur apporter cette connaissance. Ça peut être en présentiel, mais aussi par les plateformes justement de communication, notamment internet, qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des webinaires et d'apporter la formation, mais surtout d'adapter le niveau de notre formation en fonction du niveau du pays. J'ai eu la chance de travailler depuis près d'une quinzaine d'années sur l'Algérie, où j'ai créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des services de services hospitaliers avec l'armée à Enadja et à Oran. Et ça a permis d'apporter la technologie. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent par eux-mêmes. Ils ont acquis cette connaissance et ils sont capables aujourd'hui de se développer par eux-mêmes sur une connaissance au départ qui est assez basique, mais qui devient de plus en plus performante. Et aujourd'hui, nous travaillons encore avec l'Algérie, nous travaillons avec la Tunisie, beaucoup avec la Tunisie aussi, les pays africains, pour leur apporter ce qu'on appelle le upgrade, c'est-à-dire apporter la technologie plus puissante, c'est-à-dire des techniques chirurgicales plus pointues, apporter l'IA également dans la connaissance
et dans la lecture des bibliographies, dans tout le domaine où on va pouvoir apporter une solution pour le patient. Il faut bien penser que le cœur de notre problème, c'est le patient avant tout. Si on n'a pas de patient, ça ne sert à rien de faire tout ça. Et si on fait tout ça, c'est toujours pour le bien-être du patient et d'apporter la meilleure technicité possible. Il y a une chose qu'on dit en ce moment, c'est que, enfin qu'on dit depuis l'arrivée de l'IA générative, c'est que l'IA redistribue les cartes, que ce soit au niveau d'une personne, au niveau même d'un pays ou au niveau d'une profession. Est-ce que tu as l'impression justement que l'IA redistribue les cartes et peut justement, comme tu viens de dire, redonner, donner cette chance à un praticien qui a ce manque de connaissances théoriques et qui aujourd'hui peut l'assimiler beaucoup plus facilement et avoir accès à ces infos plus facilement? Alors, bien sûr, et c'est un constat. D'ailleurs, le premier constat, c'est le plan Oser l'IA 2025 du gouvernement français qui a été lancé par Clara Chapaz, l'ancienne ministre de l'audio de l'IA. Et j'ai eu la chance de collaborer avec elle. Et puis, en tant qu'ambassadeur IA maintenant du gouvernement français, on a pour mission, quelque part, de rendre et de démocratiser l'IA, c'est-à-dire d'apporter cette connaissance qui fait peur au départ, à la fois sur les entreprises, mais moi, en tant que on va dire ambassadeur IA dans le domaine de la santé, je m'axe bien sûr sur la profession que je connais bien, c'est-à-dire ma profession, le domaine de la dentisterie, du monde dentaire et de l'implantologie, et essayer d'apporter justement la connaissance de l'IA pour essayer de rendre plus performants les praticiens. Donc forcément, on a un accueil qui est extraordinaire. C'est un bouleversement, mais c'est aussi savoir avancer. Et il faut penser à la compétition internationale. Si on n'avance pas, aujourd'hui, on recule. C'est pas la question de dire: «J'ai pas envie d'avancer, je reste où je suis». Non, je n'avance pas, je régresse et voilà, c'est ce qu'il faut absolument éviter et je pense qu'au niveau mondial aujourd'hui, tous les gouvernements sont sensibilisés par l'IA avec tout le questionnement qu'on peut amener. Il y a nombreux philosophes aujourd'hui qui sont amenés à penser l'IA en disant: «Est-ce que l'IA, ça va aller vers la destruction de notre monde ou est-ce que ça va quantifier en valorisation notre monde?» Tout ça, c'est une très bonne question. C'est une question métaphysique, mais c'est une question à laquelle on doit être en mesure de réfléchir et de répondre en tant que connaisseur de l'IA, pas technicien, mais connaisseur, on va dire, des potentialités de l'IA. Tu as une cinquantaine d'années d'expertise, de pratique dans le métier. Aujourd'hui, est-ce que tu as déjà eu envie de baisser les bras et de te dire: «Stop, j'arrête»? Parce qu'on sent quand même que tu as une passion pour ce métier. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à 12 ans et donc aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle justement, fait que tu as envie de continuer? Est-ce que ça te donne d'autres horizons, d'autres, ambitions? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est une question merveilleuse, Khaled, parce que la passion, c'est la passion. Comment est-ce qu'on peut arrêter une passion? Il n'y a rien de plus difficile que ça. Donc j'ai vécu ces 50 années d'une manière extraordinaire parce que j'ai suivi cette évolution. J'ai bien voulu aussi travailler en permanence pour essayer de suivre cette évolution et je pourrais me dire: «Bon, ça commence à suffire». Ben non, maintenant, c'est là que tout commence et je vais te donner un exemple et te citer un peu ma situation actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de remettre en question, tout l'univers que j'ai construit pour partir dans un autre univers. Donc c'est une remotivation. Je vais recréer une nouvelle structure dans laquelle je veux absolument intégrer l'IA. Donc c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de dire: «Allez, je suis fatigué, j'ai plus envie, j'ai envie de me reposer». Non, quand la passion est là, on va vivre sa passion jusqu'à la fin et moi, j'ai décidé de vivre cette passion jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a encore tellement de choses à faire. Moi, je suis tous les jours émerveillé parce que ce que je peux rencontrer, c'est chaque jour, il y a une information qui tombe. Chaque jour, cette information, on a envie de la creuser, on a envie d'aller encore plus loin dans cette chose-là. Et j'en arrive à un stade où on a même décidé de créer une structure, donc à Lyon, qui va être pilotée par l'IA, entièrement pilotée par l'IA en termes gestionnaires, et on fera le différentiel entre l'IA on va dire, un peu générative et l'IA qui est liée au diagnostic et l'aide au diagnostic. Ça, c'est quand même deux points différents dans notre exercice du dentaire, mais j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau encore, c'est-à-dire essayer de faire que mon personnel soit le mieux possible avec des IA qui vont venir les aider, de leur libérer du temps, nous être aidés par les outils pilotés par l'IA et la connaissance de l'IA, et surtout, tout ça toujours pour revenir au bien-être du patient, c'est-à-dire apporter une meilleure qualité de soins, une meilleure communication aussi avec le patient, parce que la communication, je m'aperçois au fur et à mesure des années, et quand on exerce pendant de nombreuses années, on a tendance à relâcher un petit peu la communication en disant: «Ouais, bon, on a déjà communiqué, ça suffit», mais non.
La communication, elle commence chaque matin et avec chaque patient. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir redonner et c'est comme une croyance, il faut continuer à l'alimenter parce qu'elle nous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction professionnelle, ça je dois dire. J'ai cru comprendre que tu travaillais également en famille et aujourd'hui, on est accompagné de ton fils, donc Thibaut Fromental, qui, t'accompagne justement dans la création de ce cabinet, assisté à l'IA. Est-ce que tu peux, voilà, nous en dire plus? Oui, alors bien sûr, parce que c'est une affaire presque familiale et après j'ai emmené mon fils Guillaume, il y a 15 ans avec moi, à me suivre et il me suit dans mes projets de développement, notamment au niveau des nouveaux designs d'implantaires. Maintenant, il commence à me suivre dans les nouveaux développements, IA et cette recherche qu'on est en train de faire et j'ai mon deuxième fils Thibaut qui lui s'est occupé plus particulièrement justement de ce développement de l'IA dans les cabinets dentaires et on va lui faire peut-être un petit peu de place pour qu'il nous dise un petit peu sa vision des cabinets, mais qui reflète totalement mon adhérence à ce projet, quoi. On était à l'instant avec, donc le docteur Fromental, donc ton papa et on était en train d'évoquer justement, tes projets, de cabinet dentaire, boostés à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux, te présenter assez rapidement et puis, nous dire en quoi, à quoi ça ressemble justement un cabinet, boosté à l'IA? Bah, écoute Raleigh, je suis ravi que tu me reçoives. Moi, j'ai créé un écosystème aujourd'hui dans le dentaire, tout autour du digital, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a déjà plus d'une dizaine d'années, il y a une énorme intégration du digital dans l'activité dentaire. Et puis grâce à toi, il y a 2 ans, j'ai connu la partie virtuelle. Tu m'as fait découvrir le virtuel et petit à petit l'IA et c'est là que je me suis intéressé et puis du coup, j'ai suivi le programme d'Harvard, en IA santé pour essayer d'aller un peu plus loin, essayer de comprendre un peu tout ça, par le biais de la, construction de modèles, de comprendre le langage de l'IA et autres. Et puis j'ai la chance de voyager, j'ai la chance de faire des congrès, de voir des conférences, pas mal de choses et je vois comment le marché évolue. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses aussi, c'est surtout pour les jeunes dentistes intégrant le marché aujourd'hui, que c'est pas facile, ça va être difficile pour eux et comment les assister au mieux. Et c'est là que j'ai découvert l'intégration de l'IA. Alors aujourd'hui, il y a 2 styles d'IA complètement différents pour le cabinet dentaire. Il y a la partie, on va dire, administrative et la gestion du cabinet dentaire, où on pourrait dire que ça s'appelle une sorte d'IA opérative et sur laquelle il y a des solutions qui sont dites sur 2 choses différentes sur la partie secrétariat et avec la gestion des rendez-vous. Tout est connecté au logiciel des dentistes aujourd'hui, qui sont mis déjà en place, avec la gestion des rendez-vous, la prise en charge d'urgence, répondre directement aux attentes des patients et aussi pourquoi sans avoir d'attente et la partie administrative côté financière, on va dire sur la partie des gestions des devis, la relance des devis, les déclarations directes auprès des mutuelles et de la sécurité sociale. Voilà et tout ça, je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est chronophage pour les dentistes. Ça leur prend énormément du temps de travail. Vaut mieux qu'ils soient plus efficients, plus rapides, plus productifs et plus aux soins du patient. Donc ça, c'était déjà une partie parce que ça leur prend à peu près 2 heures par jour de travail et ça prend aussi du travail parce que tous les cabinets n'ont pas la chance d'avoir des secrétaires et des assistantes. Il y a des cabinets qui ont une assistante qui fait aussi le secrétariat en même temps. Donc limite, vaut mieux qu'elle soit dans la bouche du patient avec le praticien, avec une IA qui, elle, au contraire, va travailler à côté du praticien et aider le cabinet à se développer plus rapidement. Et après, il y a la partie clinique. Alors, c'est important de savoir aujourd'hui que l'IA, elle est pas dans la bouche. C'est un copilote. Le praticien, il est le pilote. Maintenant, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour amener le praticien à être beaucoup plus efficient, analyser la radiologie, être beaucoup plus efficient dans son plan de traitement qu'il va donner au patient, dans son diagnostic. Et il y a autre chose. Moi, je me mets à la place d'un patient. Le praticien, quand il va me parler, je vais lui faire confiance. Alors qu'en fait, 90%, on ne comprend pas leur langage. Et aujourd'hui, l'avantage de l'IA, elle génère 2 plans de traitement et 2 diagnostics différents. Un plan de traitement qui est pour le praticien, avec son langage à lui, et un plan de traitement qui est donné au patient, avec son langage à lui. Et là, ce qui est chouette, c'est ce qu'on se rend compte que dans la communication avec le patient, on se rend compte qu'il y a une augmentation d'acceptation de la part des patients qui avaient peur, parce que tous les patients ont peur du dentiste, il y a toujours la peur du dentiste. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont une meilleure acceptation du diagnostic qu'on va leur donner et les soins qui doivent lui être proscrits et qui doivent être faits sur le patient.
Pourquoi? Parce que cette IA-là, elle va lui parler dans son langage et aujourd'hui le patient, il devient acteur lui-même de son plan de traitement. Souvent, on se rend compte qu'un patient qui va chez un praticien, il rentre le soir chez lui, il répond à son épouse ou à son mari, il va lui expliquer, ils comprennent pas ce qu'on va leur dire. Alors que là, l'avantage, il y a une nouvelle adaptation, nouvel traitement de l'image, parce qu'aujourd'hui, on peut nous montrer des radios, ce qu'on appelle des radios 2D panoramiques, ou au noir et blanc, nous, on comprend pas grand-chose. Alors que là, aujourd'hui, ils intègrent les couleurs, dent par dent, explications, on voit les racines, on comprend les réels problèmes qu'on a nous-mêmes et du coup, on devient un réel acteur du plan de traitement. Et après, donc tout ça, je me suis dit aujourd'hui, comment accompagner au mieux les jeunes, les futurs dentistes? Donc aujourd'hui et puis qui sont demandeurs de tout ça. Ils sont nés avec les téléphones portables. Donc du coup, aujourd'hui, ils ont besoin de ce genre de choses. C'est de les assister au mieux, les rendre beaucoup plus efficients, plus rapides et plus productifs. Et tout ça par le pilotage de l'IA. Alors bien évidemment, ça n'enlèvera jamais le clinicien, sa présence, lui d'être et là, il devient plus à ce qu'il n'est moins la plupart du temps, c'est ce qu'on remarque, un entrepreneur. Alors que là, par l'utilisation de l'IA, qui va lui faire aussi d'un accompagnement, on va dire, entrepreneurial, avec des rapports, avec des choses comme ça aussi sur son activité à lui, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont aussi des centres de profit, ce sont aussi des entreprises, hein. Ils ont des employés, ils ont de l'énergie, ils ont des choses à gérer, des achats de coûts matières et autres, mais ils ne savent pas forcément gérer tout ça. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça leur permet aussi de générer leurs commandes de produits, leur facturation, les déclarations auprès des comptables, les déclarations d'état, tout ce qui doit être fait aujourd'hui sur lesquels, bah, c'est pas leur job. Aujourd'hui, c'est de s'occuper de leurs patients au mieux et la partie clinique, justement, de les accompagner vraiment au mieux avec une précision aujourd'hui qu'on peut dire entre 95 et 99 des plans de traitement. Après, tu peux me dire comment ça arrive? C'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont créé ça, comme par exemple pour la partie clinique, une société américaine qui s'appelle Diagnocat, ça a été 7 années de développement, plus de 70 000 cas cliniques analysés, donc avec des modèles IA, pour ceux qui connaissent les modèles, voilà, ils ont créé des modèles IA en analysant plus de 70 000 cas cliniques. Donc forcément, on se doute que sur un cas que l'IA va devoir examiner, il y a des chances qu'elle soit très précise puisqu'elle a déjà généré d'autres cas. Et ça, par l'utilisation de 2 choses plus ou moins simples, le scanner 3D qu'on dit CBCT et qui est l'intérieur de vraiment où on voit l'os, on voit toute la mâchoire et tout ça et le scanner 3D qui est une caméra intraorale qu'on met dans la bouche comme un scanner Lyra et justement où on va créer un jumeau numérique et l'accumulation de ces 2 données et ben, l'IA va générer des plans de traitement. Ça accompagne aussi pour les débutants, alors ceux qui commencent l'implantologie dentaire. Aujourd'hui, alors ils ont parfois la peur du: «Est-ce que je suis bien précis? Est-ce que ma planification implantaire, c'est-à-dire de planifier le bon positionnement de l'implant est bon ou pas?» Là, l'IA les accompagne parce qu'elle va leur proposer tout ça d'une manière optimale au vu de ce qu'elle a analysé, elle, digitalement parlant. Mais encore une fois, attention, l'IA n'est pas le pilote, c'est le praticien qui reste le pilote. Et après, il y a aussi jusqu'à la conception de la prothèse en disant, au vu de ce que je vois, ce que l'IA voit dans la bouche du patient, un design, si on doit faire une couronne ou autre après, le design optimal pour que le sourire aille au bout et ce qu'on appelle après, donc, pour ceux qui le smile design, c'est-à-dire pour retrouver le vrai sourire du patient. Et ça, aujourd'hui, c'est important parce que ça amène les praticiens à avoir plus efficient, plus rapide, plus précis, des gains de temps et une meilleure communication avec le patient. Donc on peut imaginer justement retrouver, toutes ces choses-là dans le futur cabinet donc du docteur Fromental donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est en cours de construction? Alors aujourd'hui, il y a déjà des solutions présentes sur le marché. Par exemple, pour la partie secrétariat, on peut parler de Dental Call IA, qui est donc, un agent IA déjà existant, qui répond au téléphone, qui est toujours présent. L'avantage, c'est que c'est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parle plusieurs langues, s'adapte aussi à l'humeur du patient, ce qui est assez drôle. C'est-à-dire qu'un patient énervé, elle va essayer de chercher à le calmer. Un patient qui a peur, elle va essayer de répondre, à essayer de le rassurer. Elle va aussi gérer l'urgence. Est-ce que
un patient qui appelle aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment urgent parce qu'il va j'ai mal aux dents, oui, à quel niveau? Est-ce que c'est urgent ou est-ce que je dois vous mettre un rendez-vous, vous inquiétez pas, ou une médication ou autre? Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est déjà présent aujourd'hui, hein, et donc c'est à mettre en place. C'est très facile aujourd'hui de pouvoir le développer. C'est ce qu'on veut faire dans le cadre de développement d'une nouvelle structure sur Lyon. Et après, sur la partie aussi administrative, donc sur la gestion pure avec les déclarations, aujourd'hui mutuelles, déclaration de la sécurité sociale, et ça, en une nouvelle fois, le patient devient acteur de son plan de traitement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on lui fait l'IA va lui générer tout son dossier au vu des informations qu'on va lui donner, les rapports, les comptes rendus qui sont faits par une voie d'IA clinique, et toutes ces données sont mises là. Et l'IA va, elle, générer elle-même un plan de traitement. Après, on donne un lien informatique. C'est l'avantage, c'est que le patient est acteur de n'importe où aujourd'hui dans le monde, à n'importe quel moment de son traitement, parce que c'est des plateformes. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Et là, le patient va, lui, accepter ou non son devis. Et même chose dans le cadre pour le praticien, dans le cadre des l'IA cliniques avec Diagnocat, par exemple, c'est que ce sont des plateformes, c'est pas un logiciel. Donc du coup, n'importe où dans le monde, n'importe quelle heure, du moment qu'il a une connexion internet, il peut consulter son dossier et faire des révisions, aller travailler sur son cas clinique, n'importe où. Ou alors si, par exemple, il y a beaucoup de gens comme, le docteur Fromental qui sont des conférenciers, qui aussi vont ailleurs et autres, s'ils ont des appels de leurs patients, et ben, au moins ils ont accès à leur dossier patient n'importe où, parce que tout simplement, c'est les plateformes. Donc c'est très facilement implantable aujourd'hui. Après, ce sera scalable dans le sens où on peut toujours rajouter d'autres choses avec d'autres agents IA, ce que fait très bien avec Astrovia, les développements d'agents IA, pour des parties plutôt, comptables, enfin plein d'autres choses. Et pour la partie administrative, donc ce que tu dis, petite précision, voilà, pour ceux qui nous suivent, donc du coup, là, ce que tu dis de la plateforme Diagnocat, c'est qu'elle est en SaaS, donc disponible depuis le web, tandis que les logiciels plutôt classiques, sont installés sur serveur, sur site directement. Exactement. Donc là, c'est la différence par Et là, ça nécessite un TeamViewer, c'est un peu plus ouais, donc compliqué et autres. plus flexible, beaucoup Voilà, plus agile voilà. par rapport à ça et bien sûr aussi, donc j'imagine aussi que cet outil-là, prend en compte tout ce qui est confidentialité, ce qui est aussi certaines, certaines, spécificités comme le fait de quand on a de la donnée de santé d'être, sur des serveurs HDS, Yes. hébergement de données de santé et cetera donc tout ça, ça a été pris en compte, Bah, sinon ça ne serait pas disponible, surtout en France Bien sûr. aujourd'hui où c'est extrêmement surveillé. Aujourd'hui, tout ça, bien évidemment que c'est, obligatoire, des enregistrements HDS obligatoires. Ouais, D'accord, très bien. ouais. Bon, bah, super. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention, Si à toi, allez, puis, on se dit à très bientôt. à très bientôt. Merci beaucoup, Raled. Merci bien. On se retrouve après une superbe intervention donc de Thibaut par rapport au cabinet, dentaire, j'aime bien appeler ça, du futur ou boosté à l'IA. Bah, du futur, pas tant que ça, parce que j'ai l'impression que c'est déjà très concret, et donc j'avais une dernière question, un dernier sujet, les déserts médicaux. Toi qui, on en avait déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu penses que, l'intelligence artificielle, à travers, bah, tout ce qu'on est en train de se dire, peut avoir un impact positif pour répondre aux besoins justement, de praticiens dans des zones, désertiques? Alors c'est effectivement d'abord ça commence par la définition. Qu'est-ce qu'un désert médical? Un désert médical, c'est là où il y a manque des praticiens. Il manque des médecins, il manque des dentistes, il manque différentes spécialités également dans certaines communes et collectivités. Et la notion de désert médical est quelque chose qui devrait être aboli dans un temps court parce que c'est pas possible de dire il y a des zones qui sont surexploitées, notamment dans des centres-villes où là maintenant il y a une notion de zonage, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de praticiens et des zones qui sont totalement déficientes. Donc, l'IA peut apporter une solution et je travaille sur ce sujet notamment dans le cadre de mon rôle d'ambassadeur santé IA où j'ai un projet en cours qui est comment trouver des solutions à ces déserts médicaux. Et on a trouvé qu'au travers de l'apport de l'IA, on pouvait simplifier les structures, motiver beaucoup plus de jeunes praticiens à rentrer dans ce genre de structure qui serait pilotée par l'IA parce que c'est un enjeu aussi intéressant, passionnant intellectuellement et professionnellement parlant. Donc ça peut être aussi l'IA une réponse enfin une des solutions, je ne vais pas dire que c'est la solution, mais une solution qu'on pourrait aborder justement dans le cadre des déserts médicaux.
On aura l'occasion justement d'en faire un sujet, prochainement parce que c'est vraiment je pense on aurait eu besoin de prendre 1 heure tellement, on aurait de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette intervention et pour avoir partagé justement, ce moment avec moi. Et puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin, à tous ceux qui nous regardent? Alors, à tous ceux qui nous regardent, d'abord, merci d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que vous en aurez tiré quelques informations. Et le mot de la fin que je remettrai encore sur pied, c'est toujours le mot passion, écoute. Parce qu'il faut savoir écouter, il faut savoir entendre ce qu'on a envie de nous dire et il faut penser que l'IA, elle est là pour nous aider. Elle n'est pas là pour lutter contre nous, elle est là pour nous aider. Et il faut en faire notre ami et non pas notre ennemi. Voilà comment je pourrais clôturer un peu cette interview, cet échange, parce qu'on a parlé vraiment d'un échange intéressant et ça m'a permis de laisser exprimer aussi ce que l'on ressent au fond de nos tripes, hein, comme on dit d'une manière simple. Mais c'était passionnant et je remercie Raled et l'équipe de techniciens qui nous ont permis de réaliser ce podcast en tout cas. Bon, bah, super conclusion. Merci beaucoup, Robert. À bientôt. À bientôt. Merci.